Soucieux du moindre détail, il scrute tous les dossiers. Pour lui, l'actualité n'a aucun secret. Alexandre Dubé. Le Canada a présenté son plan pour augmenter la sécurité à la frontière. C'est un plan en 5 points, avec des sommes d'argent quand même supplémentaires. On parle d'au-delà d'1 milliard, là, mais étalé quand même sur plusieurs années. Et auparavant, le gouvernement Trudeau avait aussi resserré ses règles en matière d'immigration. Maître Maxime Lapointe est avocat spécialisé en immigration. Bonjour, Maître Lapointe. Bonjour, bon matin. Comment vous qualifiez un peu ce qui se passe en ce moment? C'est un virage, à 180 degrés de la part du Canada, là. Oui, là, je commence à le dire, là. J'avoue que dans les derniers mois, j'étais pas avare de commentaires, mais je trouvais que c'est un peu dans l'air du temps. On met des règles, mais là, on a donné un autre tour. Là, surtout quand on annonce, parce que ce qui est annoncé à la frontière, ça touche beaucoup, le fentanyl, la collaboration avec les États-Unis, ça, c'est ce qui a été demandé par Donald Trump. Mais pour l'immigration, ce qu'on annonce tranquillement, c'est on va voter une nouvelle loi sur l'immigration, un amendement qui va venir permettre au gouvernement de suspendre la réception de demandes pour tel programme, fermer des dossiers en inventaire, arrêter de traiter, donc un moratoire. Et on vise tranquillement les dossiers d'Inde, là, parce qu'on sait que la population indienne qui rentre au Canada plus facilement qu'aux États-Unis avec un visa de visiteur a tendance à essayer d'entrer illégalement aux États-Unis. Il y avait un article dans les médias de Québécois, justement, hier, qui disait 22 000 personnes de janvier à septembre interpellées du Canada vers les États-Unis. Et donc, ça va faire une moyenne d'environ 30 000 sur une année. Donc, c'est pas banal. Donald Trump a demandé de s'y attarder. Le Canada est en train de demander les pouvoirs juridiques, politiques pour pouvoir le faire. Et là, je vous écoutais parler avec Yasmine, mais un Parlement totalement dysfonctionnel, comment va-t-il réussir à adopter quelconque projet de loi? Oui, parce qu'on a vu les travaux, ça n'a pas donné grand-chose cet automne. Je vous lisais, vous dites, c'est le Canada qui est rendu avec le rôle du méchant. Pourquoi? Parce que, on est un peu comme dans le film Batman avec le personnage Harvey Dent, là, le policier avocat qui est là pour mettre les criminels en prison, qui finit par devenir deux faces, un peu méchant là, sur les coins. Parce que dans les dernières années, le Canada, c'était beaucoup des politiques facilitantes. On pense à l'Ukraine, à l'Afghanistan, à la Syrie, des programmes, on rallonge les permis de travail automatiquement pendant la COVID. Donc, on a ouvert les valves à l'immigration. Les étudiants étrangers, on les a pas contrôlés, on les a pas comptés. Donc, on s'est rendu compte qu'il y en avait trop. La population commençait à dire, depuis un an, trop d'immigrants au Canada. Le Québec dit la même chose. Et là, c'est le Canada qui a le sale boulot de venir fermer les robinets. Donc là, on le voit pour les travailleurs étrangers temporaires. Il y a des articles dans les médias encore ce matin. Des entreprises veulent délocaliser aux États-Unis parce qu'il y a des limites de travailleurs étrangers. Les étudiants étrangers, on va les compter. Les demandeurs d'asile, on veut essayer de changer la loi pour pouvoir les refuser plus rapidement. Et là, je parlais aussi de l'Inde, mais là, ce que je vois dans mon bureau, puis c'est hier, j'ai pris la tribune médiatique que j'avais pour annoncer ça, des refus de permis de travail, un travailleur qui a fait les bonnes démarches auprès de son employeur pour prolonger son statut d'immigration dans le programme des travailleurs étrangers temporaires. On a Service Canada qui rend une décision en 2 mois normalement. On a Immigration Canada qui rend une décision en 6 mois. Donc, on dépose un dossier. Des fois, les délais sont serrés. On a juste l'accusé-réception de la demande 1. Je fais ça simple. Et quand on a le résultat, on dépose dans la demande 2. Mais là, la demande 1 prend plus de temps qu'avant. La demande 2 va plus vite qu'avant. Donc, le Canada dit, vous avez pas encore... Vous savez, Astérix, les 12 travaux d'Astérix, là, le laisser-passer, c'est carrément ça. On dit, vous n'avez pas le papier 1 pour avoir le papier 2. Donc, je vous refuse. OK, donc on se sert, sans trop se perdre dans de la paperasse, puis on sait que c'est facile avec nos chers fonctionnaires, mais donc on se sert d'un motif pour finalement dire « Ah, ben non, là, c'est pas permis. » Est-ce que c'est ce qu'on peut qualifier d'un refus injustifié? Moi, ce que je dis au gouvernement, c'est vous avez 2,4 millions de demandes à traiter en tout temps. Vous avez immigration temporaire permanente, immigration temporaire. Vous avez 1,3 million de demandes à traiter en tout temps, dont 700 000 qui ont dépassé les délais de traitement. Donc, occupez-vous donc des demandes qui sont en retard au lieu de traiter plus rapidement, tendre un piège aux travailleurs étrangers en disant vous n'avez pas le papier. C'est la même chose pour les étudiants étrangers. Surveillez bien ce que je vous dis. Les étudiants étrangers, quand ils terminent les études, ils ont accès à un permis de travail post-diplôme à la fin des études. Le Canada a donné un petit tour de vis là-dessus. Depuis le 1er novembre, on exige un test de langue, même si la personne aurait étudié, exemple, à l'Université Laval.
Donc, 1er novembre, on dit « Oh, ça me prend un test de langue, mais les études finissent le 31 décembre. Je veux prendre un rendez-vous pour un test de langue. Les tests de langue sont tous pleins, donc j'aurai pas le test de langue quand je vais vouloir déposer mon permis de travail pas diplôme. Qu'est-ce que vous pensez que l'Immigration Canada va faire? L'analyse du dossier va dire « Vous n'avez pas de test de langue, on vous refuse. » Donc, refuser un dossier pour un motif bidon, ça règle 3 choses. Premièrement, ça fait baisser l'inventaire de dossiers de 1,3 million de demandes d'immigration temporaire. Deuxièmement, ça raccourcit les délais de traitement moyens, parce que si je vous refuse en 2 mois, quand les délais de traitement annoncés sont de 170 jours, ben, je vais finir par faire baisser ma moyenne au bâton, comme dirait François Legault. Ma moyenne de traitement de dossier va baisser. Puis si je refuse un dossier bidon pour une raison frivole, c'est-à-dire ben, la personne va devoir quitter le Canada. Donc, quand Mark Miller dit on veut baisser l'immigration temporaire en proportion de 7% de l'immigration canadienne, de la population totale, à 5%, ben c'est ça, des gens vont devoir quitter. Donc moi, c'est pas banal. Dans mon bureau, j'en ai 3 depuis une semaine des refus. D'autres avocats me disent la même chose. Il y a un dossier qui devrait être médiatisé aujourd'hui, je l'espère là-dessus, en disant au Canada, écoutez, donnez donc 30 jours pour fournir un document manquant au lieu de fermer le dossier. L'exemple que je donnais hier, c'est si je demande un permis de pêche, il manque un document, on va dire dossier incomplet, on vous donne 30 jours pour fournir le document manquant, là. Donc, on va pas juste fermer le dossier. Et là, tu perds tous tes droits de travailler, nourrir ta famille, de rester au Canada. On dit, tu peux plus travailler depuis hier, il faut que tu quittes. Donc, c'est majeur. Je reprends un petit peu l'image d'un balancier. Tu sais, dans les dernières années, il y a peut-être eu un peu d'abus. Et là, on a un peu le ressac de ça avec la menace de Trump. Et lui, il se félicite d'ailleurs là, de voir là, ce qui se passe à la frontière, les mesures qui ont été annoncées. Et là, on a l'impression que le balancier s'en va peut-être un peu dans l'autre sens. Où là, tous les motifs seraient bons pour refuser. Ou ben là, vous n'avez pas tel formulaire, c'est pas possible. Quelle serait l'espèce de juste milieu équitable dans votre esprit, en fonction de ce que vous voyez dans votre pratique, là? Bon, au niveau de la justice administrative, c'est justement ça, là. Donc, si on parle à l'extérieur du Canada, je vous donne un exemple. Je fais une demande de permis de travail, je suis au Maroc. Il y a un document manquant, on va me dire, ben, document manquant, on vous donne 30 jours pour le fournir. Donc, ce serait déjà d'avoir le même niveau de traitement de l'extérieur versus de l'intérieur du Canada. Mais vous avez une voiture électrique, vous, M. Dubé? Oui. Donc, la subvention, je vous en entendais parler cette semaine, la subvention. Donc, le gouvernement met un frein à la subvention. Donc, oui. Vous, ce que vous dites, c'est qu'est-ce que vous pensez des ventes de voitures en 2025 quand il n'y aura plus de subvention? Ben, c'est sûr que ça va diminuer, honnêtement. Si vous savez moindrement compter, là, vous n'achèterez pas un véhicule électrique en février. Vous allez faire votre transaction. Moi, ce que je dis, c'est qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver du nombre de ventes de voitures électriques quand la subvention va repartir? Ça va remonter. Donc, ça va monter en flèche. Et là, c'est un peu ce qu'on voit. Au Québec, on le voit. Vous voyez, hier, il y a une suspension du programme des parrainages privés. Il faut faire la distinction entre un programme qui est suspendu à cause de l'intégrité du programme ou à cause de la popularité du programme. On suspend la subvention pour les voitures électriques parce que c'est trop populaire. C'est pas à cause d'un problème d'intégrité. Mais bon, parrainage privé, il y avait quand même un enjeu d'intégrité. Mais en suspendant un programme, comme on a suspendu la résidence permanente, exemple pour les étudiants étrangers de 2020 à 2023, quand on a ouvert, les volumes ont explosé. Jean-François Roberge, première chose qu'il a dit, c'est beaucoup trop de demandes. Si on veut respecter le 50 000, on n'a pas le choix de suspendre le programme. Et là, si le Canada va dans cette direction-là, c'est-à-dire se voter une loi qui lui permet de suspendre la réception de dossiers, ben donc les volumes vont accumuler. Mais là, pour le Canada, il y a un enjeu d'intégrité. Si il y a des Indiens qui viennent au Canada prétendant qu'ils viennent visiter de la famille et finalement ils viennent déménager aux États-Unis avec des passeurs, ben c'est sûr qu'il faut agir. Mais à mon avis, il faudrait aussi agir plus fortement contre les passeurs. La loi sur l'immigration, elle n'a pas été pensée pour s'attaquer aux passeurs qui font traverser des gens du Canada vers les États-Unis. Elle a été pensée pour s'attaquer aux passeurs qui font entrer illégalement des gens au Canada. Le droit criminel fait en sorte que on va s'attaquer à un passeur du Canada vers les États-Unis en disant infraction, complot en vue de commettre une infraction aux États-Unis. Donc, c'est le droit criminel faudrait peut-être ajuster un peu pour les passeurs. Donc, on est vraiment dans... Le droit ne suit pas la situation actuelle de l'immigration. Et là, c'est ce qui fait là, que le Canada veut se donner plus de pouvoir. Le Québec essaie aussi de se donner plus de pouvoir. Mais ma conclusion sur la frontière, ça serait peut-être essayer de garder votre monde chez vous, là. Maître Maxime Lapointe, je rappelle que vous êtes avocat spécialisé en immigration. Merci beaucoup pour votre point de vue là-dessus. Merci. À bientôt.